Alors, cinéma. Je ne suis plus depuis longtemps de la première jeunesse. Mais je vais quand même vous parler de ce qui intéresse en ce moment le village. Eh bien, c'est le cinéma. Hier, avec les amis, nous parlions que de ça. Figurez-vous que l'Ansargues, c'est un petit Paris. Après un temps d'hésitation, maintenant c'est parti. Avec des Lansargois. Parmi les figurants, Henriette, Le Sage, Troisième Âge, Pépin et son taxi Pim-Pam. Peut-être j'en oublie, mais ce n'est pas du bluff. Alors j'ai mis du bluff, je n'ai pas mis bluff anglais, parce que ça n'aurait pas fait la rime convenable. Alors j'ai mis bluff pour que ça rime, car le titre c'est bien Les Amants du Pont-Neuf. Les Amants du Pont-Neuf, un film ou un cauchemar? On se l'est longtemps demandé. Mais aujourd'hui, le cauchemar s'est éloigné. Aujourd'hui, on peut raconter. On peut ressusciter les événements, interroger les témoins, analyser les mécanismes, faire les comptes. Les rumeurs se sont apaisées. Les amants réconciliés peuvent enfin danser sur le plus vieux pont de Paris. Ils ont l'éternité devant eux. Mais oubliera-t-on jamais ce qui avait attiré sur eux la colère des dieux, au point de transformer en tragédie ce qui avait commencé comme un conte de fées? Je m'en souviens, ouais, c'était en avion. C'était un voyage entre Los Angeles et San Francisco. Non, pardon, San Francisco-Paris. Non, Los Angeles-Paris, tout est confus, hein, parce que c'est tellement loin, tout ça. J'ai lu le scénario, ouais, et je suis arrivée, et Léos m'attendait à l'aéroport. Et on a parlé tout de suite du scénario, et j'étais très heureuse. Je trouve qu'il y avait quelque chose de comique dans le film qui a après changé. Mais au départ, c'était un film, une petite comédie. Il avait envie de faire un film simple. Il parlait de Super 8, de noir et blanc, de petite équipe. Il voulait faire un film qui soit un petit peu entre Boy Meets Girl, qui avait été un petit film, du point de vue budget en tout cas, et Mauvais Sang, qui était un film qui avait fini par coûter relativement cher. Donc il y avait cette volonté de simplifier les choses. C'est-à-dire au début j'ai dit non. Au début j'ai dit non pour des raisons qui sont ni liées au projet ni à Léos, parce que c'est vrai que si vous voulez, quand on fait Mauvais Sang, quand on se bat comme on s'est battu sur Mauvais Sang et qu'on en a toutes les joies aussi, parce que Mauvais Sang a été un vrai succès public, de presse bien sûr, on a eu le prix Louis de Luc, on a eu tout ce qu'il fallait, donc on est vraiment sorti de Mauvais Sang très heureux, même avec plein de dettes. Donc si vous voulez, quand un auteur comme ça vient vous revoir, vous avez très envie. Bon. C'est vrai que le producteur, qui était ce qu'on appelle un petit producteur indépendant, avait produit le précédent film de Carax, Mauvais Sang, où il y avait eu des problèmes. Enfin, il l'avait terminé. Alors on s'est dit, après tout, il a l'expérience de Carax, que tout le monde disait, un réalisateur un peu difficile, etc. On s'est dit, bon, il a déjà produit un film avec lui, il y a eu des problèmes, enfin, en fin de compte, ça s'est terminé, donc on peut recommencer. Le rideau se lève sur un monde rassurant. Au pied du Pont-Neuf, tout baigne. Il y a là 2 acteurs porte-bonheur, Juliette Binoche et Denis Lavant, un réalisateur inspiré, Léos Carax, et 2 producteurs estimés qui réussissent à rassembler 32 millions de francs sur un sujet à caractère intimiste dont ils découvrent toutefois que la mise en image nécessite le blocage du Pont-Neuf pendant 3 mois. Assis sur leur petit nuage rose, là-haut, les dieux sourient. Donc, dès le départ, il n'était pas question, pour moi en tout cas, de demander l'autorisation de tourner entièrement sur le Pont-Neuf. Donc il fallait trouver des idées. Alors la première idée évidemment qui vient lorsqu'on n'arrive pas à tourner dans un décor naturel, elle vient à tout le monde, hein, c'est normal, c'est de faire un décor. Et qui dit décor, dit décorateur. Alain m'a appelé pour connaître mes disponibilités, éventuellement si j'étais d'accord de faire le décor de Léos Carax.
Et j'ai dit, bien entendu, je suis là. Alors, je savais pas, moi, je suis arrivé à Paris donc, le lendemain, le 3 mars. Et Alain m'a dit, voilà, est-ce que tu peux refaire le Pont-Neuf? Parce qu'on a les autorisations à Paris, mais c'est pas très... On a passé de jours de tournage, etc. Est-ce que tu pourrais refaire le Pont-Neuf? Alors, j'ai dit oui, bien sûr. Moi, j'ai choisi un point de vue qui a convenu à Léos, qui était de se dire, bon, on va tourner sur le pont pour tout ce qui est tournage de jour, et on va tourner sur un décor un peu simplifié pour tout ce qui est tournage de nuit. Et il y avait pas mal de tournages de nuit quand même. J'en ai parlé avec Thomas, mon assistant. Bon, on avait un peu peur, on avait un gros désir, on était content de retrouver Léos après Mauvais Sang. Et on est allé au bar, on a bu un peu. Et j'ai dit à Thomas, on est obligé de faire ce décor en perspective. Et on a dessiné, je me souviens, on a dessiné sur des cartons de bière, sur le comptoir. Juste après les cartons de bière où on a dessiné, le lendemain, on m'a dit combien. Et j'avais dit à Léos, je sais plus, 8 ou 9 millions le décor. Et Léos, il m'a dit c'est trop, il faut le faire à 5. Restait à découvrir où édifier ce décor. Après de longues semaines de recherche, un site s'impose, celui d'une petite commune de l'Hérault dont il serait vain de tenter de repérer le nom sur une carte de France. C'est-à-dire au départ, on s'est dit, bon, on a peu d'argent, on va essayer de trouver un endroit qui... des gens pour construire le décor, où ça ne coûtera pas trop cher. Donc on a fait la Yougoslavie, on a fait l'Espagne, on a fait l'Afrique du Nord. Et finalement, on s'est dit, bon, bah, c'est aussi cher qu'en France, donc autant le faire en France. Les amants du Pont-Neuf. C'est-à-dire que ce sont 2 jeunes décorateurs qui sont installés dans des locaux municipaux ici, qui un jour sont venus me voir en me demandant si on n'aurait pas intérêt sur la commune de 10 à 15 hectares pour servir d'utilisation de réalisation d'un décor de cinéma. Et tout de suite, j'ai répondu favorablement, bien sûr. Lansargues, 2000 habitants. Un petit village environné de marais, à l'écart des circuits touristiques. Un village sans histoire comme il en reste quelques-uns dans le voisinage de la Camargue. Curiosité locale, une salle Marcel Pagnol et un cinéaste amateur prêt à sauter sur l'occasion. Ça a commencé comment pour vous, là, cette histoire? Oh, c'est une histoire un peu longue à raconter. En fait, ça a commencé parce qu'on a l'amour du cinéma un petit peu, et puis on aime bien ça. Et quand on a senti qu'il allait y avoir un décor assez important dans le coin, ben, on a essayé de garder des souvenirs. Des souvenirs qui devaient normalement rester locaux, hein, parce que les autorisations n'ont été données que si on filmait que pour la mairie et pas divulguer les images. Voilà. Ouais, c'est un lieu très, très critique dans Lansargues. C'est un lieu où commencent les marais, le marécage. L'été, il y a des taureaux de Camargue qui pèsent, qui pâturent dessus. C'est un lieu qui est un peu réservé aux chasseurs de gibier d'eau. On voit d'ailleurs des petites cabanes qui sont des cabanes sans eau ni électricité. C'est-à-dire que pour les gens de Lansargues, ces cabanes, c'est pas le bout du monde, mais c'est une façon de se défatiguer de la vie de la ville à Lansargues. C'est-à-dire quand ils vont là-bas, ils disent à Lansargues, on n'est pas tranquille, dans les cabanes, on est tranquille. Donc tout d'un coup, l'irruption du cinéma, il y a eu des gros bulldozers qui ont défoncé des terrains, etc. Ça crée un vrai choc culturel. Hein. Et bon, il y a des chasseurs qui ont été très hostiles initialement à ce projet. Moi j'ai dit ok, on se plante là. Et alors j'ai dit vas-y, on va voir un peu ce que représente enfin ce décor à notre échelle de 350 mètres. Alors on s'est dit voilà le pont, on a pris le milieu du terrain, je me suis mis sur le milieu du terrain. Malek a pris une branche d'arbre, on a mis un chiffon rouge dessus et j'ai dit marche 150 pas. Tu vas vers la tour Eiffel. Et il marchait, il s'enfonçait dans les tournesols. Et je dis arrête-toi, c'est trop loin. Il dit non, je suis à 100 pas. Arrête-toi, je suis à 120 pas. Et il disparaissait. Et j'ai dit c'est pas possible quoi. C'est énorme quoi. Début 1988, les producteurs obtiennent l'autorisation de tourner sur le Pont-Neuf pendant 18 jours, entre le 28 juillet et le 18 août. Il est prévu d'y tourner les scènes de jour, tandis que les scènes de nuit seront tournées sur le site de Lansargues, où les décorateurs s'emploient à construire un décor simplifié, mais suffisant pour donner l'illusion de la réalité. C'est alors que les dieux, jaloux, décident de se mêler des affaires des hommes. Alors il y a l'accident. Il y a l'accident de Denis Lavant en bricolant une chaussure en fait. Il se coupe un tendon du pouce.
Et je me souviens qu'on était tous les deux sur le Pont-Neuf et il avait un peu mal, il avait très mal au pouce et en fait, bon, c'est l'histoire de se mettre de chaussures et je me souviens c'était un temps très gris, c'est assez nuageux, enfin c'était une drôle de période, un drôle de jour et il m'a dit je vais aller voir mon père pour aller voir si c'est quelque chose de grave ou pas et c'est avéré qu'une semaine après on savait que le film était reculé d'1 mois à cause de ça. Et c'était un moment presque de fatalité. Enfin, c'était un drôle de moment. Le rideau tombe sur des acteurs médusés. D'un univers gouverné par le rêve, les voici précipités brutalement sur la terre ferme. L'acte 2 s'ouvre sur l'entrée en scène de nouveaux personnages, les assureurs. Les assureurs se sont dit que c'était très compliqué. D'abord, ils ont essayé des tas de choses. Ils ont essayé de changer de comédien. Denis is indispensable to me. Without him, I have no ideas. When I think of a future film, before the ideas, d'une future film, avant les idées, avant les images, j'ai le désir de modeler quelque chose avec lui. On ne pouvait pas imposer, non. On ne pouvait pas imposer notre acteur sur Carax. Surtout, le film était fait avec l'avant pour l'avant. Modifier le plan de travail, non, on ne pouvait pas. C'est-à-dire que il y avait des dates impératives de tournage sur le pont. J'ai montré un plan de travail à M. Carax qui m'avait dit que le plan de travail, lui, il disait pas grand-chose parce qu'il préférait tourner dans l'ordre dans un film. Et pendant ce temps-là, pour l'anecdote, je peux vous dire que M. Lavant, qui était blessé, certainement blessé, il n'y a pas de problème, était en train de rouler une cigarette avec le même blessé qui nous a fait rire un petit peu. Moi, Léo, je lui avais dit, je crois qu'on va pouvoir s'offrir le décor. Et je crois que c'était une sorte de cadeau, quoi, qui arrivait comme ça, du ciel. On verra que c'était un cadeau terriblement empoisonné, mais c'était une sorte de cadeau. Finalement, on a dit, bon, d'accord, on va essayer comme ça. Il y a un chiffrage qui a été fait par l'assuré pour transformer un pont de nuit, qui était plutôt une silhouette, dans une pré à côté de Montpellier en pont de jour. On savait que le pont neuf n'était pas disponible. Le pont neuf étant indispensable pour ce film, d'où le nom, on a dû trouver une autre solution. Et non, c'est pas une histoire louche, non. En béton, oui. Cher, oui. Mais louche, non. Qui pourrait dire s'il s'est agi alors d'une escroquerie à l'assurance? Devant tant de contradictions, le film aurait dû être interrompu. Le sinistre s'élève à 23 millions. Mais les producteurs convainquent les assureurs que la construction intégrale du pont neuf n'excédera pas 9 millions. Alors le décor se fabrique, on commence à le mettre en route, on demande aux assureurs d'aller vite. 9 millions. Devis volontairement sous-estimé? Sans doute. Mais comment reprocher à des producteurs de vouloir que le film existe coûte que coûte, et de n'avoir pas pressenti que le film courrait à la faillite? Voilà, alors tout à fait au début, en principe c'est le terrain où on fait voir, ils ont déjà un peu travaillé dedans, on va les voir travailler. Si vous entendiez le commentaire du film, naturellement on dit que les scrappers vont arriver et qu'il y a des gens qui se posent des problèmes en disant ça y est, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, un nouvel Aqualung, un Mariland, on ne sait pas. À ce moment, on se tourne vers le terrain et on voit les scrappers qui vont faire les buts au milieu de notre si belle plaine qu'on avait. Une petite mise au point peut-être, hein. Voilà. Et nous, on commence à tourner à Paris, alors avec du retard, puisqu'on devait commencer normalement le 28 juillet. On commencera que le 8 août, en tournant des scènes. Denis Lavant a toujours son attel, en tournant des scènes où il retire son attel pendant le tournage, mais qui sont des scènes qui ne lui demandent pas d'effort physique particulier. Si vous voulez, quand vous avez un acteur principal qui se trouve responsable de toute cette gigantesque et terrible entreprise, enfin tous ces problèmes, et quand vous avez un metteur en scène qui joue beaucoup quand même de sa carrière et de son temps là-dessus, ça peut pas vraiment bien se passer, quoi. Et on a eu tout un tas de problèmes à la fois psychologiques, techniques liés à ça. Ouais. Moi, ce que je dirais en fait, la première période de tournage, Denis et moi, on n'a pas parlé du tout. C'est-à-dire, il n'y a aucun dialogue. Ce qui fait que... Comment dire? On jouait, mais on rentrait pas complètement dans les scènes. C'est-à-dire, on se préparait comme des fous et on tournait quelques secondes pour donner une expression, pour
pour un retournement, et c'était un petit peu... pour moi, je trouve ça très frustrant. Ayez aucune inquiétude et ne songez à aucun Maryland ou Aqualand. Voilà. Tout simplement, l'équipe FPC Production a choisi notre région pour monter de toutes pièces un décor pour un film. Reconstituer un quartier de Paris n'est pas une mince affaire et toute l'équipe s'y emploie avec ardeur. Alors, on va voir pendant un certain temps les travaux s'effectuer sur le terrain. Et puis après, on va aller dans les ateliers pour voir ce qui se passe et la confection naturellement du décor qui, lui, sera monté par la suite. La construction du décor avait été estimée à 9 millions de francs. L'assurance a déjà versé 12 millions et elle ne voit toujours rien sortir des marais. Les banques, les distributeurs s'impatientent. Des difficultés apparaissent. On sent que bon, ça va dépasser. On a donné des estimations aux assurances, on sait qu'elles seront dépassées. Les assurances, d'ailleurs, paieront nettement plus cher que ce qu'elles avaient prévu de payer au départ. Alors finalement, un paiement a été effectué qui était largement supérieur au devis qui a été fourni au départ pour solde de tout compte. Donc on a accepté, contraint et forcé de ce chèque bancaire en sachant que le film s'arrêterait et qu'il n'y avait pas d'issue. En tout cas pour nous, en tant que producteur indépendant. Mauvais Sang n'est pour rien là-dedans. Ça a été fait sur une autre société 3 ans avant. Donc les dates de Mauvais Sang, je les paye encore. Ça n'a rien à voir avec l'argent des Amants du Pont-Neuf. Le chèque de l'assurance est immédiatement encaissé par l'UFCA, la banque du cinéma. Et la population de Lansargues s'apprête à assister au miracle. L'aboutissement d'un chantier qui jusqu'ici ressemblait plus à une autoroute en construction qu'à une machine à faire rêver. Avec un peu d'entraînement, on put croire un instant au mirage. Pendant ce temps, les rushs des scènes tournées à Paris s'entassent sur des étagères. Bilan provisoire des dépenses, 30 millions de francs. Mais c'est vrai que c'est en soi scandaleux, mais Hollywood nous a donné des exemples autrefois. Quand on part d'un film de 32 millions, où tout est prévu pour faire un film de 32 millions, il était d'ailleurs bien financé à ce niveau-là. Et puis on termine avec 100, 120 millions. C'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. Ce qu'on appelle les dépassements, c'est 10, 20, 50%. Je me souviens de la production de La Grande Vadrouille, un énorme succès que tout le monde connaît, avec Robert Dorfman. C'est un film qui a eu 50% de dépassement. Vous voyez que le résultat est extraordinaire. La Grande Vadrouille est le plus énorme succès jamais atteint en France. Imaginez que Les Amants du Pont-Neuf soit ça. Ouais, imaginons. Là, c'est la première halte. La production a arrêté. La production s'est arrêtée, puis les travaux se sont arrêtés. Certainement que, je pense, enfin, la presse en a beaucoup parlé. Je ne suis pas rentré, moi, dans les fonds de... Je pense qu'il y a eu un manque d'argent pour poursuivre la construction des décors. Ça doit être lié à ça. Ben, il n'y en a qu'un qui a gardé l'espoir que ça redémarre, c'était le gardien. Il était toujours là-bas, lui, il gardait toujours son décor. Et lui, il avait l'espoir que ça redémarre. Tandis qu'au printemps 89, la société FPC est déclarée en faillite, le gardien veille sur les vestiges d'un temple qui n'existe pas encore. À ce moment-là, on a eu un peu quelques appréhensions, je dirais, le mot est peut-être faible. De voir tout ce chantier abandonné avec des détritus pratiquement, parce que si on laissait ça longtemps, ça finirait comme ça. Bon, on a eu vraiment cette appréhension pendant quelques mois. Nous nous acheminons vers la fin de l'acte 2. L'heure est à la colère, au découragement, au désespoir, à la révolte. Donc 15 jours, le film s'est arrêté. Un jour, le film s'est arrêté, oui. Ça, c'est de votre faute, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, je crois qu'on a été entouré de voleurs, de gens qui pensaient que les choses pouvaient se faire comme ça. Un jour, on m'a dit que le film s'arrêtait, oui, ça arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Au bout d'un moment, on s'habitue qu'un film s'arrête, mais on n'a jamais accepté qu'il pouvait s'arrêter, ce film. Et je pense qu'on a, enfin violemment, je dirais violemment, on a surtout pas accepté que l'énergie qu'on y a mise dans ce décor, ne pouvait passer la trappe.
Ah non, non, ça avait été très difficile en fait. Ça avait été très difficile, ouais. Parce que pendant le tournage, il y a eu pas mal de tensions dans le travail et que moi, on en avait tous un petit peu marre, quoi. Et on est parti. Enfin, moi, je suis partie en voyage. On est parti en voyage, Léos et moi, pour changer les idées, parce qu'on avait besoin de prendre l'air. Dans la tragédie antique, la cruauté du sort réservé aux protagonistes était répercutée et amplifiée par le cœur. Dans la tragédie qui nous occupe, le cœur, c'est la presse, qui dès mai 89 demande où sont passées les sommes importantes investies par des organismes publics ou parapublics. Une énorme machine juridico-financière se met en marche. Les principaux producteurs français sont appelés à la rescousse. Mais il y a toujours eu une grande envie de finir ce film, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on était arrivé à un stade où on avait tourné une 20aine de minutes utiles, peut-être même un peu plus, et que ce qu'on voyait était quand même très très excitant. C'est-à-dire que aucun des professionnels qui a vu les rushs de ce film n'a pas eu envie de le terminer. Alors, évidemment, c'était quelque part, c'était un monstre, mais c'était un monstre formidable. C'était quelque chose que tout le monde avait envie de reprendre. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, l'IFSIC a souvent été le lieu ici, dans ses bureaux, dans notre salle de réunion, de convoquer tout le monde, y compris Carax, y compris Léos Carax, pour voir ce que l'on pourrait faire. Avec les financiers, les producteurs, d'éventuels repreneurs, etc. C'est pour ça que ça a passé par plein de stades où il y a des repreneurs qui se présentaient, mais enfin, c'était pas toujours possible de monter avec eux une reprise parce qu'il fallait des sommes, il ne faut pas l'oublier, de plus en plus importantes. L'erreur qui a été faite, par l'UFCA, mais par d'autres aussi, lorsque, par exemple, Fechner s'est proposé comme repreneur la première fois, c'est que il est un des rares qui avait une notion réelle du budget. Donc, il a donné un budget, et tout le monde a dit, mais c'est un budget exorbitant. En réalité, c'était pas du tout un budget exorbitant, c'était un budget tout ce qu'il y a de plus normal, et à l'époque, il était très inférieur à ce que coûte l'opération maintenant. Bien. Donc, à l'époque, on aurait dû écouter Fechner. Dans les bureaux de négociation, chacun rêve de construire ce décor. L'acte 3 s'ouvre sur le festival de Cannes 89, où un distributeur indépendant français se fait connaître, Dominique Vignier, lequel convainc un Suisse qui a fait fortune dans l'immobilier de se lancer dans l'aventure en s'associant à lui pour créer une société, Paris à 2. Nom du Suisse, Francis von Buren. D'abord, avant de voir les rushs, j'ai vu le scénario, qui m'a beaucoup plu, parce que si je compare aux 2 films précédents, il y avait cette fois une véritable histoire. Lorsque un producteur s'est présenté en disant « Bon, je veux bien prendre moi-même les risques de production du film », tout le monde a été très content de lui laisser la place. Hein. D'autant que Van Buren était très enthousiasmé par le sujet, et par conséquent, il est arrivé en disant « Moi, je signe tout de suite, on recommence le tournage demain matin, etc. » Juillet 89. Pour tirer parti des cérémonies du bicentenaire, à Paris, le tournage reprend. Alors, il y avait 5 semaines de prévues qui se sont passées normalement, aussi bien dans le budget que dans le temps. Mais le dérapage global est intervenu sur les décors. C'est bien sûr Francis von Buren, le Suisse, qui avance l'argent. Devis, 30 millions de francs pour finir le film. Ce que je sens tout de suite, c'est que l'argent n'arrive pas comme il était prévu. Il fallait qu'il y ait une équipe de production qui soit à même d'estimer le coût du film pour le terminer. Et là, j'ai pensé que le producteur exécutif, qui, aux premières approches, m'a fait confiance, j'ai misé sur lui, je lui ai donné ma confiance, et en fait, j'aurais pas dû. Quand on parle de sous-estimation, ce n'est sous-estimé que par rapport à ce qu'on veut faire.
Donc, oui, il y avait une sous-estimation entre les désirs complets de Léos Carax et le coût. Là, il y avait une sous-estimation. Au départ, il me trompait, puisque le coût qu'il avait articulé, ça a été signé par lui, ça a été signé aussi par Carax, était de l'ordre de 30 millions, alors qu'on sait maintenant que pour la troisième partie, alors que j'ai déjà dépensé les 30 millions, qu'il fallait encore 70 millions. Pourquoi, pour quelle mystérieuse raison, en cet instant précis, n'a-t-on pas estimé le coût réel de la construction du décor ? Mais une fois que tout a été lancé, c'est vrai que c'était une machine qui coûtait cher. Il y avait 200 personnes. On est même monté à 300 personnes à un moment, justement, pour respecter les délais, parce que Van Buren tenait à tout prix à ce qu'on tourne à la date prévue. Donc, avec le manque d'argent au départ, tout ça s'est retardé. Après, on prend plus de gens pour rattraper ce retard. Il n'y a pas la matière. Et d'un seul coup, en une semaine, 15 jours, tout s'est vraiment dégradé, on peut dire. D'un seul coup, les chèques n'ont plus été honorés. Mauvaise gestion, multiplication des centres de décision, détérioration des rapports humains. En août 1989, c'est la déroute. Plus personne ne répond au téléphone. Le problème de savoir si on allait continuer, je veux dire, c'est quand on m'a signifié que dans le fond l'argent mis à disposition, il n'y en avait plus, alors que le budget avait été prévu pour l'ensemble du tournage, et puis qu'on voyait bien qu'il fallait rajouter non plus encore 10, 20 millions, mais ça se chiffrait déjà entre 40 et 50. Je veux dire, je ne pouvais pas, dans cette situation-là, continuer. Et alors, avec les Amants du Pont-Neuf, vous pouvez dire un peu combien vous avez perdu d'argent? Moi, je pense que je ne peux pas vous le dire encore exactement, non pas que j'ai envie de vous cacher les choses. Une perte, disons, de l'ordre de 10 millions. Fin de l'acte 3. Van Buren, dépité, se dirige vers la sortie. C'est plus la deuxième fois où là j'ai senti qu'il y a eu une réelle injustice. Et j'en voulais, alors que j'en voulais pas la première fois, j'en voulais à moi-même plus qu'à quiconque. J'en voulais quand même à la production. L'injustice. À Van Buren et Vignier qui n'avaient pas prévenu, parce qu'ils savaient, on était en train de tourner, ils savaient très bien qu'on allait arrêter, ils nous ont pas prévenus. Ce qui fait que quand on se met toute une machine en route et on sait qu'à tel moment on a cette scène-là et qu'on s'investit vraiment et qu'au dernier moment on coupe les vivres, si on prévient pas, c'est à se rendre dingue, quoi. Un beau jour, comme un somnambule tiré de son sommeil, la population de Lansargues se réveille au bord d'un toit et se met à compter les ardoises. Tout de suite après, ils sont partis. Ça n'a pas duré tellement longtemps, non. L'affaire de moi. Parce qu'après, ils sont partis du village. Ça s'est arrêté. On croyait même que ce soit la fin. C'était regrettable que ce soit arrêté parce que si on considère tout l'argent qui est investi pour rien, quoi. Enfin, c'était ça le plus gênant dans l'histoire. Si, il y avait des grosses ardoises. Alors, je ne sais pas si elles sont du domaine de la rumeur ou de la réalité. Par exemple, on a dit qu'il y avait un grand quincaillier de Lunel qui avait une ardoise de 200 perceuses électriques. Le type était venu commander 200 perceuses électriques et qui n'aurait jamais payé. On a eu de gros problèmes à un moment donné, oui. Alors, disons qu'on avait une location donc, de ce matériel. Comme tout matériel en location, on envoie donc des factures mensuellement. Et puis, pendant 3 ou 4 mois, on a eu des impayés. Le temps de se retourner, le temps passe. Et puis, on est arrivé donc à presque 1 an sans règlement de nos factures. Ça représente quelle somme? Et ça représentait environ... 1 037 000. 1 037 000 francs. Septembre 89. 10 millions de dettes sur la région. À Lansargues, le cinéma n'a plus la cote. Sur les lieux d'une ville désertée, le gardien continue à faire ses rondes. Octobre 89, jusqu'en juin 90, personne sur le plateau, sur le décor. Et alors, c'était comment? Si ce n'est que moi et mon beau-frère, quoi. C'était comme on attendait, quoi. On attendait qu'il y ait des gens qui viennent reprendre. Et le décor, il restait en l'état ou il y avait des... Non, c'est dégradé. Si je partais, il n'y a plus de film. Si je pars, qu'il n'y a plus personne sur le site et que
ça reste à l'abandon comme ça, que les accès sont libres aux gens qui, de l'extérieur, c'est abandonné, bon, ils se servent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. On a eu une première tempête début novembre. Il y a une partie du décor qui était tombée, et en février, on a eu d'autres dégâts, mais cela plus colossal, quoi. Quel genre? Exemple, toute l'horloge était presque au sol, quoi. Toute pliée, elle faisait un angle 90 degrés. Cet orage fait l'effet d'une punition divine. Avec ses immeubles éventrés, ses toitures effondrées, ses façades déglinguées, on pense à Jéricho vaincu par les trompettes célestes. Ah ben on se demandait ce qui allait se passer, hein. C'était dommage en tous les cas. Vous avez cru à un moment que vous alliez vous retrouver avec ça sur les bras, là? Oui. C'était pas beau, hein. Non, surtout après la tempête, hein. Il y en avait qui pendaient de tous les côtés. Et une fois encore, le cœur se lamente, accuse, crie au scandale. Les créances s'accumulent, le milieu du cinéma est en ébullition. Et les amants du Pont-Neuf dérivent doucement vers les marges du cinéma. Ces marges encombrées de films orphelins, semblables à ces idiots sublimes qui errent dans la campagne en tentant d'épeler leur nom avec de grands gestes incompréhensibles. Que Viva Mexico, vous vous souvenez? Et Queen Kelly, et I, Claudius, et tant de films d'Orson Welles qui ne trouveront jamais le repos. L'arrêt, je l'ai bien évidemment appris, comme tout le monde, par l'espèce de tam-tam professionnel qui se produit dans ces cas-là, et je l'ai appris aussi par Léos Carax et son équipe qui sont venus me voir. Ils sont venus me voir, bien évidemment, désespérés, atteints, le redémarrage du film devenant de plus en plus problématique. Festival de Cannes 1990. Christian Fechner décide de reprendre la construction du décor et de terminer le film. Un devis est établi, 70 millions de francs. Quand Christian Fechner est venu en disant ça redémarre, évidemment ça redémarre, on l'attendait pas. À la limite, c'est, il a dit, c'est vachement bien qu'il ait dit, mais ça, de toute façon, on n'a pas attendu Christian Fechner pour démarrer dans ce qu'on est. Et quand il est parti, Christian Fechner, on a dit ok, c'est vachement bien. Et on a une, comme pour la troisième fois, on a eu une frite extraordinaire. Et il s'avère que Christian Fechner a tenu sa parole. Pour dénouer les imbroglios juridiques qui paralysent la reprise des travaux, plusieurs mois sont nécessaires. Christian Fechner cherche des partenaires, mais se heurte au scepticisme des banques et des Sofica, qui n'ont pas l'intrépidité des trapézistes et hésitent au bout du plongeoir. C'est donc avec ses fonds propres que Fechner rachète les droits du film et les dettes des deux producteurs naufragés. Non, je crois que les banques, à partir de là, sont devenues beaucoup plus prudentes. Hein? Bien. Même parfois, peut-être un petit peu trop, si vous voulez. Et elles n'ont fait les sacrifices, après, que dans la mesure où elles ont été certaines qu'on mènerait le film à bonne fin. Et par conséquent, il leur fallait un producteur qui puisse donner une véritable garantie de bonne fin. Donc, autour de l'épave, la vie va reprendre vaille que vaille. Les survivants s'accrochent à tout ce qui flotte. Fin du 4e acte. Non, j'ai choisi celui qui était le plus important pour moi, à ce moment-là. Vous n'avez jamais douté? Si, j'ai douté au moment de Kazan quand même. La preuve, c'est que je suis allée en Turquie. Mais c'est en fait en Turquie que je me suis rendu compte que c'était pas possible, que je pouvais pas. C'est pas une question de trahison, hein, parce que je m'en foutais. Ce qui était important, c'est que je sois heureuse dans mon choix. Quand une comédienne est prête à sacrifier tout projet de film pendant 3 ans pour que cette aventure se termine, vous ne pouvez pas ne pas être touché d'abord et impressionné ensuite par cette détermination. De plus, je veux dire, tous les techniciens de Carax ont également refusé tout projet pendant la même période. Devant tant de détermination, tant de lutte et tant de foi dans l'adversité,
la colère des dieux s'est apaisée. Ils ont regagné leur petit nuage rose et laissent les hommes travailler. C'est l'aube d'un jour neuf. C'est le début du 5e et dernier acte. J'ai toujours cru qu'il se ferait. Toujours, toujours, toujours. Et même juste avant le tournage en août dernier, alors qu'on a failli arrêter tout ça, j'ai toujours pensé qu'on le ferait jusqu'au bout. Et j'ai même téléphoné à Fechner pour lui dire que je pensais vraiment que c'était le seul producteur qui pouvait faire ce film-là. millions de vis et clous. 12 stades de football, format olympique, de contreplaqué. 320 tonnes d'échafaudage. Si les techniciens décorateurs étaient nus, ils auraient pesé 300 tonnes. 1300 caisses de vin, de 12 bouteilles nous avons bu. Nous avons affronté 13 bébés. 19 voitures sont parties à la casse et un accident du travail. Août 1990. 200 ouvriers décorateurs viennent d'achever sur 10 hectares le plus grand décor du cinéma français. Faire un véritable budget, c'est forcément se mettre autour d'une table avec un metteur en scène et avec son équipe, passer beaucoup de temps et prendre en compte toutes les exigences et tous les besoins de la mise en scène. Après cela, vous n'êtes pas obligé de produire le film. Par expérience, j'ai pas le sentiment que Carax soit anormalement exigeant. J'ai rencontré des metteurs en scène au moins aussi exigeants que lui. Le problème n'est pas d'être pour ou contre. Je veux dire, les gens disent, ont tendance à dire un petit peu tout et n'importe quoi. Personne n'est obligé de produire Carax, y compris moi. Et bon, il est vrai tout de même que le cinéma est un des derniers espaces de liberté. Et je ne crois pas qu'il y ait une règle écrite qui dise que quelqu'un qui ait fait 1 ou 2 films d'auteur à petit budget n'ait plus le droit de faire un film important. En plus, si on veut regarder les choses uniquement sur un plan purement industriel, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'un film coûte, c'est à la limite ce qu'il peut rapporter. Et voilà comment les amants du Pont-Neuf renouent avec une des premières vocations du cinéma, celle des grands studios hollywoodiens qui savaient si bien créer l'illusion de la réalité à force d'ingéniosité. Voici par exemple Jacques Dubut. Il est arrivé à bout d'un problème presque insurmontable. Faire circuler sur un décor construit les voitures qui, la nuit à Paris, animent les berges de la Seine. Je suis retourné sur le Pont-Neuf plusieurs fois. J'ai regardé comment ça fonctionnait et si j'avais vraiment besoin de faire passer des vraies voitures, c'est-à-dire des petites voitures, comme j'avais commencé à en préparer l'année précédente, qui étaient prévues de circuler sur des rails et de se déplacer mécaniquement. Parce que ce sont des notes qui ont été prises il y a un peu plus d'1 an. Alors ces notes... Oh là là, c'est complètement... Il en reste quelques lambeaux. En amont, au Pont-au-Change, l'Arche est toujours interdite à la circulation fluviale. Les feux rive droite du carrefour Pont-au-Change sont très présents. Sur le pont et sur le quai, ainsi que sortie de la voie sur berge. Il faut sur les quais utiliser des parties plastiques réfléchissantes. Il m'est venu l'idée d'utiliser un système électronique et avec des petites ampoules qui sont placées fixes sur le décor et où ce sont des points de lumière qui se déplacent. Et il n'y a aucun clignotement qui se passe parce qu'on est à une vitesse très rapide de déplacement de la lumière. Toutes les petites ampoules qui sont placées autour du décor, il y en a 2500. Elles sont placées aussi à des distances différentes entre elles pour qu'on ait un effet de perspective.
Au départ, ils pensaient qu'il y aurait des stars. Quand on a dit qu'il y avait un film qui allait venir en salle, il y avoir des cinémas, ils ont vu Robert Redford derrière le Monument aux Morts, par exemple. Et puis, en fait, l'équipe de Carax sont des gens qui sont comme vous et moi, qu'on peut croiser dans la rue sans se retourner sur eux. Binoche, Denis Lavant, etc. Donc, à mon avis, ça n'a pas bouleversé le village, comme on pourrait l'imaginer, comme dans Pagnol, le film sur le Spoons, là. Hein. J'ai pas vu de Spoons dans l'Ansart. La fin de l'année approche. Sur le script, on peut lire « Séquence 117. Extérieur nuit, nuit de Noël. Il neige à gros flocons sur le pont. Les lampadaires brillent d'un éclat nouveau. Tout est enneigé. » Il faudra moins d'une semaine pour transformer un décor d'été en décor d'hiver et réinventer l'hiver éternel des contes de fées. Monte-moi de 1% le tonneau. Mets-moi 3 sacs jaunes dans les grosses, là. Les flocons ne sont pas assez gros. La neige au cinéma, on l'a fait avec du gros sel au sol, qui nous apporte des facettes brillantes et tout ça avec les reflets de lumière. Sur les parapets, on met des sels fins, quand on est en gros plan. On met du molleton, qui nous fait des effets au lointain, de blancheur. Et puis pour la neige qui tombe, on utilise des canons à neige, avec un émulseur, qui est à faible proportion. On repousse avec des ventilateurs pour monter en l'air. Je pense que vous aurez l'occasion de les voir fonctionner tout à l'heure, pendant le tournage. Là, sur le pont neuf, qui n'est pas tout à fait dans les proportions normales, on est environ à 50 tonnes de gros sel. On a une dizaine de tonnes de sel fin pour les gros plans sur des poteaux comme ça, parce qu'il tient assez bien, il s'accroche bien. En molleton, on est à au moins 100 rouleaux de molleton, sur des dimensions de 2,50 m et 20 mètres de long. Sur les émulseurs, on doit être à 4000 litres, c'est ce qu'on va à peu près consommer, selon la demande de la mise en scène. Dans l'ombre, voici Léos Carax. Regardez-le bien, vous ne le verrez plus. Ok. Tiens, on fait dégager les... Pétale, on fait reculer les véhicules. On recule ta bagnole, on recule la Maserati, tout ça, et on va monter partout. Là aussi, je recule tout ça, là. Ouais, tu recules tout ça. Dis, tu me dis quand t'envoies. Ok, tout le monde se remet en place, s'il vous plaît. Dis, y a pas de problème. Le tournage de la scène se termine le 22 décembre 1990, la veille de Noël. Ah, ça a été une grande polémique en fait entre Léos et moi parce que lui voulait, il y avait deux possibilités de fin, une possibilité tragique
et une possibilité plus optimiste. Et moi, j'ai opté pour la plus optimiste. Et ça a été des longues heures de discussion et des fois de discussions un peu plus dures, quoi. Parce que moi, je voulais sauver les personnages, je voulais sauver le film et sauver l'amour qu'il y avait entre ces personnages. Et c'est pour ça que... Enfin, Jean-Yves aussi voulait une fin optimiste. Et Léos aussi au fond de lui-même. Mais il avait besoin de passer, je crois, par un côté plus destroy pour ensuite choisir le côté plus beau, quoi, pour moi. Et voilà, c'est fini. Mais il est à parier que l'on parlera longtemps de ce décor des Amants du Pont-Neuf. De même qu'on continue à colporter la légende de Bonnie and Clyde bien des années après que les héros de l'aventure aient disparu. Mais qu'en pense la vieille dame qui savait si bien faire rimer Pont-Neuf avec bluff? Voilà, voilà. Et vous imaginiez comme ça le décor? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est immense, hein? Ouh. Et alors, c'est du carton, tout ça? Pas possible. Hein? Oh là là. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Oui, oui, je comprends. Bon. Ah, ben déjà, on a vu sur un journal autrefois Lansargues-sur-Seine. Vous l'avez pas vu? Si, Lansargues-sur-Seine, tiens, je dis un nouveau là. Et vous connaissez le vrai Pont-Neuf? Oui, oh, mais je ne me rappelle pas bien. Oui, je connais Paris. La Tour Eiffel, elle est où en réalité? Ah, oh, la Tour Eiffel, elle est à Paris. Oui, mais normalement, s'il l'avait construit, vous l'auriez mis où? Moi, je crois par là-bas. Ah bon? Non? Et Notre-Dame? Notre-Dame, par là-bas. Tout du même côté? Oui, oui. Ici, nous sommes à gauche. Et l'Arc de Triomphe? Ah, ça, l'Arc de Triomphe, là, par rapport au Pont-Neuf, plus loin, de l'autre côté. C'est tout à l'envers, hein? Le rideau tombe sur des images de fin du monde. Les habitants de Lansargues commencent déjà à se souvenir. Leurs enfants n'en croiront pas leurs oreilles. Pendant ce temps, les Amants du Pont-Neuf affrontent une toute autre aventure. Alors écoutez, il y a une chose que je déteste, c'est le mot commercial, appliqué à un film. Parce qu'on dirait à chaque fois qu'il a suffi d'un coup de baguette magique sur un scénario pour qu'un film devienne commercial. Il faut d'ailleurs remarquer à ce sujet-là que le mot commercial doit avoir une connotation particulièrement raciste, parce que c'est utilisé uniquement pour les films français. Les films américains ne sont pas des films commerciaux, ce sont des films de distraction. Alors, Indiana Jones, c'est un film grand public, et puis, je sais pas, Belmondo, c'est commercial, par exemple. Un film fonctionne quand il est fait avec une grande sincérité, et cette sincérité touche un plus ou moins grand nombre de personnes. Je crois que dans le cas du Pont-Neuf, c'est une histoire d'amour universel, traitée d'une manière très très particulière. Et je crois, j'espère, bien évidemment, que ce film touchera le plus grand nombre. Mais réponse dans quelques mois. 13, 12, 11, 10, 9...
Mais ça a été une lutte. Hein. Ça a été une lutte, une belle lutte, mais je pense souvent à la tirade de la mouette à la fin, la mouette de Tchekhov, quand l'actrice parle de son métier, quoi, porter sa croix, avoir la foi. Et j'y crois, il faut continuer, il faut y aller, même si des fois il y a des coups durs, il faut y aller, il faut continuer.